Et moi j'ai les spots. J'ai les spots et je suis pas d'ici. Prendre un peu d'eau? Dans un quart d'heure, on fait une petite pause. Vous n'avez pas un peu d'eau? Un peu d'eau? Alors voici un exemple typique. Un exemple typique d'un cas de configuration d'ingénieur sur les interprétations. On est bien d'accord que si ma barre ici elle est capable de reprendre des efforts en compression, par définition elle est capable de les reprendre en traction. Vous êtes d'accord? Si je prends en compression, je suis obligé d'avoir une inertie, je suis déjà obligé d'avoir le minimum de métal pour passer la force, et en plus il faut que j'en remette plus pour tenir à la flexion. Donc en fait, la barre en compression sollicite plus de métal que celle qui est en traction. C'est l'avantage de métal, c'est résister à la traction et à la compression. Oui, mais avec l'inconvénient, c'est que quand je travaille en compression, je fais intervenir la longueur de flambement et l'inertie de la barre. Mais qu'est-ce qui m'empêcherait moi de dire, ben tiens, j'ai ces deux barres qui peuvent marcher, celle-là en compression, mais celle-là peut travailler aussi en traction. Et moi, ingénieur, je me dis, ben, mon effort, je ne le fais pas transiter ici dans mon calcul, je l'emmène jusque là. Et je fais travailler celle-là en traction. Ça marche aussi. Voilà un exemple où en fait l'interprétation de l'ingénieur va conduire à des résultats différents, puisque bien évidemment quand il aura fait ça, il va se rendre compte qu'il aura besoin de moins de métal que quand il est en compression. Mais on peut très bien donc à un moment donné, même si on avait voulu faire de la compression, travailler différemment. Ou partir sur une structure existante. J'ai une structure existante, mais je change la destination du bâtiment, ou par exemple je remets un étage de plus. Si je remets un étage de plus, je vais avoir donc plus d'effort au vent puisque je suis plus haut. Et dans ce cas-là, j'ai des barres qui travaillaient en compression sur le bâtiment existant. Et puis moi, ingénieur, j'arrive. Si je commence à calculer sur les barres en compression, eh ben, je m'aperçois qu'avec les charges en plus du haut vent, par l'élévation du bâtiment, ça passe plus. Alors je me dis, il faut que je change mes barres. Non. Change le cheminement des forces, tu te dis ça passe plus par ici, mais l'autre barre qui dans le bâtiment ancien travaillait en compression, maintenant je considère qu'elle va travailler en traction. Et d'un seul coup j'ai assez de métal. C'est clair? Et rien n'est faux. Alors, donc on a bien dit qu'il faut les équilibrer donc jusqu'au sol. Et des triangulations, il y a plusieurs façons de les faire. Voici des cas de figure, notamment quand il y a des ouvertures. L'architecte a mis une fenêtre ici, il a mis une porte ici, et puis il a même mis un hublot à un endroit. Et vous êtes à un endroit où vous devez faire une diagonale. Donc vous ne pouvez pas faire la diagonale en travers parce que vous passez devant la fenêtre. Vous ne pouvez pas la faire ici parce que vous passez devant la porte. Donc vous avez d'autres solutions de trianguler, c'est de faire des triangles de ce type-là. À votre avis, qu'est-ce que ça génère ? Quel est l'impact? Oui, c'est-à-dire compression, c'est toujours le même raison. Voilà, c'était en fait, au lieu d'arriver sur des nœuds pour arriver à transiter les efforts, on est obligé de les faire arriver au milieu d'une poutre. Et si, on imagine bien que si par exemple ici j'avais une poussée verticale, la barre qui est ici, elle va avoir son poids, le poids du plancher habituel, plus la poussée de la barre. Donc ici j'ai une charge ponctuelle à prendre en compte sur le calcul de la poutre. On sait très bien qu'à partir de ce moment-là, oui, en fait je suis obligé de mettre plus de métal. Ma poutre ici, c'est plus la même. Donc si c'est plus la même, je mets plus d'acier, je mets plus d'acier, je mets plus d'argent. C'est toujours la même chose. Donc, ce changement-là, on peut changer l'objectif d'appui. Changement de... Ça ne changera pas les appuis en bas.
Parce qu'il faut que mes forces, si je pousse ici, il va falloir que ça transite là-bas et que ça redescende. Hein. Donc ça ne changera rien sur les appuis en bas. En revanche, il va falloir que la force qui est ici, diagonale, qui va donc faire une poussée horizontale et une poussée verticale, il va falloir que je les reprenne. Ça, la poussée verticale, elle doit être reprise à droite et à gauche, c'est donc une charge ponctuelle sur une poutre, qui est atypique d'une poutre sur 2 appuis avec une charge ponctuelle. Donc c'est du calcul, là, après c'est plus rien. Et puis la charge horizontale, il faut qu'elle soit reprise ici de la même manière. Comment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un encastrement? Est-ce qu'il y a une diagonale? Je ne sais pas. Mais il va falloir l'emmener ça jusqu'aux fondations. Mais donc ce système-là, c'est de dire à un moment donné, attention, quand tu fais ça, mon coco, tu vas générer une charge complémentaire. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Est-ce que par exemple, moi ingénieur, je te dis, ça me plaît pas parce qu'on va mettre beaucoup plus d'acier. Est-ce que je peux pas faire une diagonale ici, interrompue, une barre horizontale, une là, et je repars de l'autre côté? En fait, au lieu de faire un X, je fais un X avec une barre horizontale. Et je travaille qu'en traction. Et ça va fonctionner. L'architecte va dire, ah bah oui, j'ai sauvé ma fenêtre, ça me va, moi la barre ici, elle me gêne pas. Ok, parfait. La solution de facilité qui était de faire ça était peut-être pas la bonne. En revanche, alors bon, il y a d'autres cas de figure, hein, mais à chaque fois on a le même problème quand on n'arrive pas à l'endroit où on est capable de faire transiter les efforts. Maintenant, ça c'est utilisé par exemple dans ce cas de figure. Les plateaux de bureau, on les verra le 3e jour. Aujourd'hui, on fait des plateaux de bureau de 18 mètres de portée, sans point porteur. Ça, c'est typique de la construction métallique. Mais alors, quand on fait les diagonales, le problème d'une diagonale, c'est qu'on ne peut pas la mettre trop inclinée. Donc, si on veut la mettre plutôt à 45 degrés, ce qu'on aimerait avoir dans le meilleur des cas, eh bien, en fait, on peut faire transiter l'effort par la poutre. Mais en fait, la poutre ici, elle ne reprend rien. Elle ne fait que faire transmettre l'effort. Et donc là, ma poutre, elle est calculée pour le plancher, pas pour reprendre une poussée comme c'est là-bas. Voilà donc un cas typique, donc très, très courant en Grande-Bretagne aujourd'hui et de plus en plus en Europe, enfin dans les pays anglo-saxons, pour ces histoires de bâtiments où on a 3 mètres maximum ici et puis on a 18 mètres dans l'autre sens, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs ici. Donc on peut très bien à un moment donné même descendre sur 3 étages s'il le fallait. Vous savez pourquoi on n'incline pas trop Pourquoi une diagonale on n'incline pas trop? C'est pas le maximum de il y a un maximum. Il n'y a jamais de maximum. Le meilleur cas de figure que je peux donner, c'est les ponts à haubans. Parce que là, on se rend bien compte du paradoxe. Quand vous faites vous savez ce que vous avez tous déjà vu, un pont haubané. Hein, on a un mât central, on a le tablier du pont, et puis on met des haubans. À quoi servent les haubans? Oui, il travaille en traction, c'est son travail, mais pourquoi on met des haubans? Pourquoi on laisse pas le tablier sans rien, comme ça, directement, comme un pont sur 2 appuis? Non. Équilibrer pour éviter la flèche. Voilà, pour éviter la flèche. Donc pour éviter cette flèche ici, si le pont est trop long, on va mettre des haubans. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici en fait des petites poutres. C'est une succession de petites poutres. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est des poutres, au lieu d'être sur des appuis, les appuis ils sont au-dessus. Mais c'est exactement la même chose. Et là, alors, donc ça c'est bien, c'est-à-dire que ça permet de diminuer l'épaisseur du tablier, puisque je franchis moins. Donc ça c'est bien. Mais quand je fais un hauban, qu'est-ce qui se passe? On se dit ici, j'ai une charge qui descend. Cette charge, elle doit être reprise par les haubans. Donc la moitié de la charge est reprise par ce hauban. Donc on a la charge, en fait la réaction de P, donc je devrais faire la même hauteur. Hein. Ici, j'ai donc à l'appui ici, j'ai la charge P. Donc ici, j'ai P sur 2 en réaction. Mais ça, il ne va pas dans le vide. Il va où ce P sur 2? Il va dans le... Pardon, il va ici. Ça, c'est une réaction d'une force verticale et d'une force horizontale. Ce qui est important, c'est sa force verticale. Si j'ai ici, j'ai 10 tonnes. Ici, je vais avoir 5 tonnes. Donc ces 5 tonnes ici, en fait ici, je vais avoir, peut-être en fonction de l'angle, je vais peut-être avoir 6 tonnes là, qui sont la combinaison de 5 tonnes ici et d'une tonne là-bas. Enfin, il y a les cosinus et les sinus, vous savez mieux faire ça que moi. Donc plus vous inclinez
votre câble, plus vous avez pour un même poids la même hauteur et une force horizontale colossale. Plus grand. Et alors qu'est-ce que vous faites à un moment donné? Vous cumulez les efforts horizontaux et vous vous trouvez avec une poutre ici qui va flamber sous l'effet de la compression. Donc ce que vous cherchez à avoir comme économie au niveau de l'épaisseur du plancher pour la flexion simple, en fait vous allez être obligé à un moment donné, si vous inclinez trop les câbles, à l'augmenter pour reprendre l'effort de flambement dû à la compression. Donc c'est pour ça que c'est un paradoxe, dans la mesure où c'est pas parce qu'on va mettre plein de tirants qu'on va arriver à diminuer la section, mais c'est parce qu'on va en mettre suffisamment, mais sans trop les incliner, pour arriver à ce bon équilibre qu'il peut y avoir entre la flexion et les charges de compression. D'accord? Donc ici en fait c'est le même principe. Si je mets des diagonales trop inclinées, en fait je mets des efforts horizontaux, je génère des efforts horizontaux qui à un moment donné vont être pénalisés au niveau des appuis. On ne se pose pas toutes ces questions en béton, hein. Alors où j'en suis? Donc ça c'était donc la triangulation, donc blablabla. Et puis donc la dernière chose, sachant que celle-là correspond un peu à la première, c'est donc la rigidification des nœuds. Donc je vais faire de l'encastrement, donc c'est soit l'encastrement était fait par de la maçonnerie, ici je risque pas, c'est du verre. Donc c'est pas le vitrage qui va faire la stabilité du bâtiment, hein, on est d'accord. Donc comme j'ai pas voulu mettre de triangulation, je vais faire une rigidification des nœuds et donc je vais reprendre l'encastrement. Alors je vais le dire ici. Je ne sais plus jamais quand je le dis jamais au même moment. Par définition, vous considérerez toujours que la chose la plus compliquée à avoir, c'est l'encastrement. En clair, si vous avez un assemblage et vous n'êtes pas certain que c'est un encastrement, c'est que c'est une articulation. Je recommence. Quand vous faites un assemblage, si vous n'avez pas l'absolue certitude que c'était réellement un encastrement, dans vos calculs, vous considérerez que c'est une articulation. Alors, je vous donne un exemple. Je prends... Je suis revenu en arrière. Je prends un poteau, un H. Et je vais lui attacher une poutre. Donc je l'ai vu, il est vu de profil. Et je veux mettre une poutre ici. Et je veux donc l'attacher. Et ici, je veux faire un encastrement. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, pas de problème, je prends une plaque. Tiens, moi je vais faire un truc bien. Je mets une plaque, je la soude ici. Et puis donc je l'attache ici, je mets 4 boulons, vous en mettez 12, vous mettez 25 trucs. Et donc vous êtes soudés. Et puis même si vous avez peur, vous soudez aussi ici. Voilà, vous soudez partout. C'est encastré ou c'est articulé? Ouais, il y en a déjà deux qui ne sont pas d'accord. Ça c'est articulé. Hein? C'est fixé, c'est soudé là. La petite platine ici, elle prend il y en a deux, il y en a une de chaque côté. Je suis soudé sur le poteau métallique. Et puis ici, je soude tout, c'est-à-dire que tout l'assemblage est soudé. Mais il faut la rigidification. Et voilà. Avec la bossette. Exactement. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que ça ne pourrait être encastré que si je suis capable de dire que cet élément-là ne va pas fléchir. En clair, si je fais ça en plan maintenant, donc j'ai mon profil. J'ai la poutre qui est là, qui est donc bien attachée ici. Et quand je vais vouloir faire le mouvement, le moment de rotation ici, qu'est-ce qui me dit que cette lame ici ne va pas flamber sous l'effet de la rotation? Donc si j'ai une déformation à cet endroit-là, eh ben, j'ai pas d'encastrement. Et donc j'ai bel et bien une articulation. Parce que de toute façon, quand on dit une articulation, ça ne veut pas dire qu'on va bouger de 30 degrés. Hein. L'articulation, c'est quoi? C'est 1, 2, 3 degrés. Ça suffit. Donc en fait, ça, c'est bel et bien une articulation.